la décroissance au niveau d'un projet de vie collective, individuelle, c'est essentiellement sobriété et autonomie. Donc trouver un modèle de vie qui permet d'acquérir un maximum d'autonomie et tout en étant sobre dans sa consommation. Et évidemment, une partie de ces choses-là peut se faire au quotidien de la vie quotidienne. Et puis il y a le quotidien de la vie avec les autres. Et là, il y a aussi des solutions collectives qui vont dans le sens de la décroissance. Alors, par exemple, il est indispensable, dans une logique de la décroissance, à condition que la possibilité en soit offerte, de pouvoir avoir sa marge de manœuvre dans son approvisionnement alimentaire le plus possible pris en charge dans le cadre de la communauté dans laquelle on vit. Alors, on ne peut pas tous avoir un jardin, mais on peut tous participer à un groupement qui a accès à des jardins ou qui échange avec des gens qui ont des jardins. Donc, je crois que au quotidien, un objecteur de croissance, un décroissant, doit pouvoir satisfaire une partie de ses besoins alimentaires. Je crois que dans le domaine de l'énergie, il faut aller dans ce sens-là. Dans le domaine de l'énergie, la sobriété est liée à l'autonomie. Aujourd'hui, aller vers plus d'autonomie, c'est forcément réfléchir à ses besoins et donc réfléchir à la façon dont on va les satisfaire. Et le plus souvent, ça va vers une diminution des besoins, c'est-à-dire la suppression des besoins superflus, et pour les satisfaire, quelque chose qui perturbe au minimum son environnement. On ne verra jamais une collectivité, quelle qu'elle soit, réclamer l'installation en son sein d'une centrale nucléaire. Au contraire, les gens voudront plutôt des énergies qui n'iront pas dans le sens de mettre en danger leur existence. Donc ça, dans l'énergie, par exemple, la décroissance, c'est diminuer sa consommation par d'autres pratiques, diminuer l'usage d'objets qui consomment et chercher de l'autonomie. C'est relativement facile, ça dépend un peu de là où on vit. Moi, je vis en milieu boisé, l'essentiel de mon chauffage vient du bois. Je vis dans le sud, l'essentiel de mon énergie électrique vient du solaire. Je serai à d'autres régions, l'essentiel de mon énergie pourrait être l'eau ou le vent. Voilà, je crois qu'il faut en plus rechercher ces ressources de sobriété aussi dans l'écosystème, là où on est. Ça, c'est une démarche décroissante. Il ne faut pas il faut chercher ces ressources autour de nous. L'aspect de s'intégration de notre vie dans notre environnement est essentiel dans une vie qui va vers la décroissance. Mais ça, ce n'est pas au niveau individuel seulement. Nous avons posé à travers les luttes que nous avons menées contre les gaz de schiste et que nous posons aujourd'hui à travers les luttes contre l'utilisation de la biomasse comme nouvelle énergie de remplacement du fossile. Nous avons des alternatives, des régies publiques territorialement gérées par les habitants et les producteurs. L'idée de régie publique de l'énergie rentre dans cette stratégie de la décroissance. Le capitalisme a besoin, pour assurer sa reproduction, de tirer de l'argent. L'intérêt participe, donc la spéculation financière participe du capitalisme. Et pour cela, il faut qu'il y ait une économie qui tire sans cesse vers plus de consommation. C'est ce qu'on appelle rapidement le productivisme. Donc, le productivisme, le capitalisme, de notre point de vue, n'est pas réformable. Il faut y résister. Et dans les périodes de résistance, évidemment, nous n'obtiendrons pas la totalité de la société que nous voudrions. Il faut avoir donc ce qu'on appelle des propositions transitoires, de transition. C'est-à-dire, pour sortir d'un modèle, pour aller vers un autre modèle d'existence, il faut avoir des mesures de transition. Et ces mesures de transition, elles peuvent rester dans le cadre des institutions telles qu'elles sont, et elles peuvent aussi en sortir. Donc il ne faut pas se priver, par exemple, d'interdire
la circulation des poids lourds si nous pensons qu'il faut freiner le déplacement des marchandises au niveau international. Donc des interdictions, par exemple, nous prenons l'interdiction des vols aériens sur des lignes intérieures. Nous pensons que c'est une absurdité du point de vue énergétique, écologique. Ça reste dans le système capitaliste. Néanmoins, le capitalisme n'est pas réformable. Nous y opposons des mesures prohibitives pour le ralentir, pour freiner ses effets néfastes. Et en ce sens-là, les propositions que nous font, la transition que nous proposons, nous la considérons comme révolutionnaire. Parce qu'elle change radicalement les bases du système qui est celui qui détruit les écosystèmes dans lesquels nous vivons. Après, et là c'est important de notre point de vue, la révolution, elle ne se décrète pas. Il n'y a pas un moment T de la révolution qui fait que le lendemain, la société devient vertueuse. Nous pensons qu'il faut sans cesse qu'il y ait cette dualité entre des institutions, y compris celles que nous metterions en place, et un contre-pouvoir qui doit pouvoir expérimenter d'autres solutions. Et je pense que nous sommes plutôt dans une logique de ce qu'on pourrait appeler une nécessité d'une révolution permanente, d'une dualité permanente entre la société qui se construit et la société qui peut s'imaginer, ou voilà, parce que malheureusement, nous ne sortirons pas un homme nouveau de la tête de ceux qui ont vécu une formation ancienne. Donc, il faut, au contraire, dans le modèle de société que nous proposons, et la transition pour y arriver, qui est toujours une possibilité pour des contre-pouvoirs de façon à, en permanence, affaiblir les excès ou les pouvoirs qui se mettraient en place. Donc nous sommes plutôt dans une logique de révolution permanente. Dans la société de croissance, il y a un énorme problème de chômage, puisque nous avons une société qui va de plus en plus vers le déplacement des emplois, pour augmenter la productivité, on va vers là où les ressources sont les plus faciles à piller et les lois sociales les plus faibles. Donc la croissance, c'est l'organisation d'une société de plus en plus précarisée, dont le chômage est une forme de précarité. Nous, au contraire, on propose une société de satisfaction des besoins. C'est-à-dire que la collectivité, les communautés humaines définissent leurs besoins et se partagent les tâches pour les réaliser. Donc, nous pensons qu'au contraire, nous supprimons la notion de travail obligatoire, ce qu'on appelle le salariat, pour aller vers une partage généralisée des tâches, et à chacun selon ses possibilités, et à chacun selon ses désirs, à condition que ça participe à la de cet être avec les autres qui permettent de réaliser une société. Et au contraire, nous pensons qu'il y aura moins de travail obligatoire, ce qu'on appelle le travail nécessaire, parce qu'il sera mieux partagé, il y aura plus d'activités diversifiées et au contraire moins de spécialisation. Donc moins de temps de travail, je dirais nécessaire, le salariat correspond à ça, plus d'activités sociales partagées et plus de partage des tâches dans la vie quotidienne. Donc, et donc, à la limite, une vie plus active. Est-ce que ça répond à la question? Moins de chômage? Oui. Aujourd'hui, le partage des tâches, une économie non plus basée sur la mécanisation, sur les intrants, mais basée sur les activités humaines partagées, ça diminue le temps de travail obligatoire, et ça diminue aussi ça annule la notion même de chômage. Simplement, il faut penser que nous aurons une société où il y aura des échanges pour savoir ce que nous
avons besoin et qui va le satisfaire. Et sans doute, il n'y aura plus cette division du travail qu'on aura aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des couches administratives qui gèrent et des gens qui exécutent, d'autres qui font des tâches que personne ne veut faire, mais qui quand même, elles sont faites, sont souvent les plus mal payées. On pense qu'on peut aujourd'hui faire une société où on puisse animer un journal le matin, faire son jardin l'après-midi et le soir aller s'occuper de ses enfants. Je pense que ça, on peut le partager. Donc, au contraire, la société de la croissance est une société sans chômage. Mais c'est une société où on travaille moins, ce qui est différent. Il est évident que la raréfaction des ressources, tout le monde s'en aperçoit, va s'en apercevoir, va la vivre. Il est certain que les classes dominantes vont essayer que cette raréfaction des ressources ne les atteigne le moins possible. Donc il est certain qu'il va y avoir précarisation des plus faibles et au contraire renforcement de la protection des plus riches, que nous vivons déjà aujourd'hui dans l'urbanisme. Il y a des zones d'urbanisation dont les pauvres sont exclus, où les riches sont enfermés dans des ghettos. Il y a des portions du territoire mondial qui seront peut-être un jour ne plus accessibles à ceux qui y habitaient. Donc ça va certainement, je pense que la logique de la raréfaction des ressources va aller dans ce sens-là. L'accès aux énergies fossiles, sans doute, sera limité en partie par l'argent et peut-être un jour par la loi. Voilà. Mais nous y opposons un autre modèle. Nous sommes pour une société, ce qu'on appelle d'autogestion généralisée de la vie. C'est-à-dire que nous voulons affaiblir les pouvoirs et renforcer les contre-pouvoirs. C'est-à-dire renforcer la décision, la puissance de faire de tous. Donc notre modèle est un modèle qui s'oppose à tout modèle autoritaire. Puisque nous pensons que la meilleure façon de pouvoir créer une société de responsabilité, une société où l'homme se sent responsable de la totalité de son environnement, c'est une société de démocratie la plus réalisée possible, et pour nous, c'est l'autogestion.